Avant-garde, partie d'une armée qui marche en avant du gros des troupes à des fins de reconnaissance et de protection. C'était aussi le rôle d'un navire de guerre britannique, le RMS Vanguard, une fusée des mers de 130 000 chevaux et 246 mètres de long, qui fendait les eaux à près de 30 nœuds pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce cuirassé unique en son genre, devenu inutile et trop coûteux à entretenir, a tristement terminé sa carrière à la ferraille en 1959, mais avant de tirer sa révérence, il a marqué beaucoup d'esprits et pas seulement chez les passionnés de marine. Un jeune diplômé de Princeton le découvre à l'âge de 22 ans et fera de lui le symbole de sa réussite et de son empire financier. C'est ainsi que débute l'histoire du groupe Vanguard, le deuxième plus gros fonds d'investissement au monde et premier vendeur de fonds communs de placement. Avec ses deux principaux concurrents, BlackRock et State Street, ils forment les Big Three, devenus plus puissants que n'importe quel pays et à la tête d'un magot de plus de 21 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB des États-Unis. Mais Vanguard est différent. Il est en mission pour offrir le succès aux investissements de ses clients partout dans le monde. Il offre une nouvelle philosophie de la finance scrupuleusement appliquée par une communauté de fans convaincus qui s'appelle entre eux les Bogleheads. Il propose également un impressionnant catalogue de plusieurs centaines de produits financiers à succès et un mode de fonctionnement mutualiste particulier. Et il est aussi partout. Partout où l'argent de ses clients se trouve, Vanguard est là pour défendre leurs intérêts. Des intérêts dont nous allons justement parler dans ce film, ainsi que des méthodes employées pour en assurer la sécurité. Nous partons pour Philadelphie, le port le plus proche de Valley Forge où siège le groupe Vanguard. Et pendant ce voyage, nous allons vous raconter comment un simple sous-traitant financier a réussi en quelques décennies à devenir le plus gros actionnaire des multinationales les plus riches et comment il tente régulièrement de façonner le monde à sa façon. Juste avant d'appareiller, et si vous êtes nouveau sur notre chaîne ou que vous voulez soutenir notre travail, c'est le moment idéal pour vous abonner. Bienvenue à bord et bienvenue sur Money Radar. Tout commence en 1951 lorsqu'une nouvelle recrue issue de l'université de Princeton fait son entrée au sein du célèbre cabinet Wellington, l'un des tout premiers fonds d'investissement américains. Ce jour-là, les yeux de John Bogle tombent sur le modèle réduit d'un étonnant navire de guerre, lourdement équipé et à la carène fuselée, qui décore le bureau dans lequel il est reçu par son nouveau patron. Il en tombe immédiatement amoureux. Quelques années plus tard, John se hisse à la présidence de Wellington avant d'être renvoyé en 1974 pour des divergences d'opinion. L'occasion est alors trop belle de rendre hommage au RMS Vanguard démantelé 5 ans plus tôt. En 1975, John fonde sa propre société de gestion et innove dans plusieurs domaines. D'abord, il innove dans la forme et le mode de détention de sa société. Elle est détenue par les fonds qu'elle a elle-même créés et qui sont ensuite commercialisés auprès d'investisseurs fortunés. Ainsi, elle appartient indirectement à ses clients et n'a jamais été introduite en bourse. Il innove ensuite par la nature des fonds qu'il crée, puisque selon la légende, John ne serait autre que l'inventeur du fonds commun de placement obligataire destiné au grand public, et il est aussi considéré comme le père de la gestion passive. Il lance son premier fonds le 31 décembre 1975, un ancêtre d'ETF non coté basé sur le SP500 et qui ne rencontrera qu'un succès mitigé avec seulement 11 millions de dollars collectés contre 150 millions attendus. En dépit des conseils plus ou moins avisés de son entourage, John s'obstine et refuse de rembourser les premiers souscripteurs. Il maintient son fonds ouvert et intensifie sa communication. Et aujourd'hui, ce fonds pèse 192 milliards de dollars. Le succès de Vanguard pendant les années 90 et 2000 a été phénoménal, et le groupe a grandi porté par l'enthousiasme des marchés boursiers jusqu'à atteindre une taille démesurée. En grand spécialiste de la gestion passive, il ne propose pas moins de 190 produits d'investissement aux États-Unis et 233 hors USA, soit 18% des 2300 instruments commercialisés actuellement dans le monde. C'est lui qui gère le fonds commun de placement le plus diversifié au monde, le tracker Total Stock Market, qui comprend plus de 3500 lignes. Il propose une liste impressionnante d'ETF sur tous les indices possibles, MSCI, Bloomberg, FTSE, Russell et Standard & Poor's, sur tous les secteurs d'activité et sur les 5 continents. Il est devenu le numéro 2 mondial de la gestion de fonds avec un encours déclaré au 31 août 2021 de 8,3 milliards de dollars d'actifs, confiés par 30 millions de clients, du particulier jusqu'aux grosses institutions réparties dans 170 pays. De simple intermédiaire financier dans les années 80, il fait aujourd'hui partie des premiers financiers du monde et son rôle dépasse celui de la plupart des banques. La procédure pour devenir client chez Vanguard est particulière et s'effectue sans intermédiaire.
Elle est décrite en détail sur le site et il suffit d'avoir quelques milliers de dollars à investir. Ce procédé permet de maîtriser une partie des coûts et Vanguard fonde d'ailleurs sa communication sur les économies qu'il a fait réaliser à ses clients depuis son lancement en prélevant des frais très bas, en moyenne 0,12% sur les ETF. L'importance de cette politique tarifaire n'est pas à prendre à la légère, surtout lorsque l'on parle de milliards de dollars. Avec un tel poids sur les marchés, elle a même un impact sur l'ensemble du secteur de l'asset management et entraîne depuis 18 ans maintenant une baisse générale des tarifs que les experts ont nommé l'effet Vanguard. Fort de cette position de maître des prix, Vanguard a pu se lancer dans de nouvelles conquêtes. Jusqu'à il y a peu, les produits développés par le groupe étaient assez peu accessibles depuis l'Europe, où la réglementation est plus contraignante. Mais le groupe est néanmoins parvenu à développer une gamme quasi complète à destination des investisseurs européens. Il dispose désormais d'un siège en Irlande et de plusieurs succursales, dont une en France. Contrairement à ses deux principaux concurrents, BlackRock et State Street, qui continuent à rester inaccessibles à la plupart des mortels et qui voient leur encours diminuer légèrement en septembre 2021, chez Vanguard, le soleil brille et la brise est bonne car c'est tout le contraire. Actuellement, c'est le plus gros vendeur de trackers au monde devant les géants Amundi et BlackRock. C'est aussi le premier actionnaire de la banque Goldman Sachs et du géant de l'électronique Apple. Il détient plus de 5% des parts d'Amazon, d'American Express ou, un peu plus d'actualité, du laboratoire Pfizer, détenu par ailleurs à 21% par les Big Three. Ces montagnes de capitaux ne lui appartiennent pas, bien sûr. Ce sont ceux des clients et en théorie, ils sont disponibles à tout moment. Mais en agissant en tant que mandataire, c'est Vanguard qui décide à quoi ils vont servir et depuis son lancement, le navire ne s'est jamais écarté de la route tracée par John Bogle. En être avisé et les pieds sur terre, il a amplement mérité sa place sur la liste des grands hommes qui ont façonné le monde financier moderne, aux côtés de son mentor, Benjamin Graham, de l'économiste Joseph Schumpeter ou de Lewis Ranieri de Salomon Brothers, le premier homme à avoir vendu un subprime. John a laissé plusieurs ouvrages, mais son petit livre pour investir avec bon sens est devenu un best-seller qui lui a permis de conquérir le cœur et le portefeuille de ces milliers de Bogleheads. Que dit-il ? En gros, deux choses. D'abord, investir dans les ETF est le meilleur placement possible en termes de rentabilité et de risque pour tous les investisseurs, où qu'ils soient et quelle que soit leur taille. Ensuite, ne pas se préoccuper des humeurs des marchés, ne viser que le long terme, toujours le long terme et uniquement le long terme. Well, the last thing we'll ever do is predict short-term market movements at Vanguard. What we really believe in is long-term buy and hold investing, where you know that it's very difficult to predict the short-term gyrations of the market. Les Bogleheads ont suivi ces précieux conseils jusqu'à ce qu'ils s'éteignent en 2019 à l'âge de 89 ans. Mais depuis, leur enthousiasme n'a jamais diminué. Ils se réunissent en université, sur des forums spécialisés et se rencontrent chaque année lors de conférences. John n'a pas inventé le tracker, mais il est souvent considéré comme le père des ETF dans le sens où c'est Vanguard qui les a popularisés auprès du grand public. Il ne faut pas oublier que jusque dans les années 90, les produits dérivés restaient réservés au milieu fermé des hautes sphères institutionnelles. Ils se négociaient en face à face et le marché restait peu liquide. Ce qui nous amène à nous demander si les actuelles superpuissances financières comme Vanguard n'auraient pas joué un rôle dans l'incroyable dynamisme des bourses ces 10 dernières années. Incontestablement, la réponse est oui, et c'est bien là le problème. Le développement de milliers de produits dérivés et la création de ces supermarchés des ETF a permis de décupler les volumes échangés et a attiré l'épargne des petits investisseurs, une manne qui depuis alimente nos économies. Mais elle fait aussi grossir les marchés à tel point qu'elle leur fait aussi courir un risque systémique. Un risque systémique, c'est lorsqu'une société ou un petit groupe de sociétés a atteint une taille si importante qu'elle pourrait entraîner avec elle toute l'économie dans la tourmente si elle venait à faire faillite. Et c'est déjà arrivé. La faillite de Lehman Brothers est historique. Vous méritez la prison directe! Et le catalyseur de la récession mondiale. Souvenez-vous de la banque Lehman Brothers en 2008. S'il est difficile d'évaluer exactement la valeur de l'ensemble du marché des produits dérivés, une chose est sûre en revanche, il est bien supérieur au montant des actifs sur lequel il est basé, et Vanguard et les Big Three sont fréquemment accusés d'alimenter une bulle sur les bourses avec les produits dérivés. Le site Visual Capitalist s'est amusé à calculer le montant des ETF, options et contrats existants, et le résultat est inquiétant. 1,5 billiard de dollars, soit 14 zéros derrière le 5, dont 10% de produits dérivés d'actions, soit 150 000 milliards de dollars.
Mais la valorisation de toutes les bourses du monde est estimée à seulement 89 500 000 milliards de dollars. Autrement dit, il y a 1,7 produits dérivés d'actions pour une action. Généralement, lorsque les marchés s'effondrent, ce sont les grands fonds d'investissement qui rachètent, mais si la crise débutait justement chez eux? Que se passerait-il si soudain tous les clients de Vanguard voulaient retirer leur argent? Par exemple, à la suite d'un brusque vent de panique ou, plus crédible, de la fin des mesures de soutien de l'économie. Eh bien, il n'y en aurait pas pour tout le monde. Mais pas de panique, dans les hautes sphères des Big Three, il n'y a pas de risque systémique. Si le marché des produits dérivés était si risqué, il aurait dû être sensible et s'effondrer pendant la crise sanitaire, mais cela n'a pas été le cas. Dans la réalité, si les marchés ne se sont effectivement pas effondrés, c'est surtout grâce au titanesque programme de soutien lancé par la Fed, la Banque centrale des États-Unis, qui dès mars 2020 a massivement retenu les cours des sociétés qui dégringolaient. Selon le Financial Times, si le sauvetage de la Fed n'avait pas eu lieu, les prix déconnectés des ETF auraient forcément provoqué l'effondrement. Ce ne serait donc qu'une question de temps. Mais Vanguard fait chaque jour tout ce qu'il faut pour éviter ce genre de situation. En s'appuyant sur les milliards dont il dispose et dont il décide seul à quoi ils vont servir, il fait en sorte de façonner l'écosystème financier mondial en sa faveur. Ne l'oublions pas, il est en mission pour offrir le succès aux investissements de ses clients partout dans le monde, et cela passe d'abord par l'entretien d'un réseau de décideurs et d'influenceurs haut placés, aux oreilles desquels les représentants de Vanguard savent murmurer. Ils savent également comment dicter leurs propres objectifs lors des conseils d'administration des sociétés que le groupe détient via les investissements de ses clients. Vanguard vote régulièrement contre les propositions du management en assemblée générale, en moyenne 1 fois sur 5 aux États-Unis l'année dernière. Mais les États-Unis ne lui suffisent plus, ils veulent aussi conquérir l'Europe. Nous sommes déterminés à améliorer les chances de réussite des investisseurs européens. Pour ce faire, nous prévoyons de continuer à proposer des fonds low cost de haute qualité combinés à des recherches apportant une véritable valeur ajoutée. En mars 2020, Vanguard Europe publie dans le journal Le Monde un manifeste afin de promouvoir le système de retraite par capitalisation en Europe, tout en offrant ses services pour la gestion des capitaux nouvellement épargnés. Dans ce texte, il milite auprès des régulateurs pour la création d'un système de retraite pan-européen. Accusé de vouloir détruire le système actuel par répartition, il se défend rappelant que Vanguard ne cherche pas le profit, qu'il n'est pas coté en bourse et qu'il appartient à ses clients. Il n'a donc pas de dividendes à verser et n'aurait dans ce projet qu'un rôle de collecteur. Alors c'est vrai, Vanguard appartient à des fonds qu'il a lui-même créés et dans lesquels les clients peuvent investir simplement en ouvrant un compte, mais tous n'en sont pas forcément propriétaires, seulement quelques-uns, dont la liste est évidemment confidentielle. Une poignée de mondialistes adeptes du grand reset, comme la famille royale d'Angleterre ou les Rothschild, et qui reconnaissent que le modèle de John Bogle est une formidable machine à cash qui fonctionne de façon circulaire. Outre-Atlantique, Vanguard contrôle tout. Il est présent au capital de 90% des entreprises du Nasdaq et contrôle 90% des médias américains. Il pèse particulièrement lourd au conseil d'administration du New York Times, par exemple, avec plus de 8% des parts. Il pèse aussi très lourd dans le Big Pharma, qui depuis les fréquentes ingérences de son nouveau mécène, a définitivement abandonné la santé pour faire passer le capital d'abord. Mais Vanguard pêche aussi par inaction quand il le faut. Avec une telle importance et alors qu'il en a le pouvoir, Vanguard, comme les autres fonds d'investissement, se voit régulièrement reprocher ses absences de prise de position dans la lutte contre le changement climatique. Et même pire. Alors que la planète surchauffe, il encourage l'exploitation d'énergies fossiles ou d'activités polluantes en continuant d'investir dans les 250 entreprises les plus émettrices de gaz à effet de serre au monde, comme Chevron, ExxonMobil ou Total. Alors que le groupe se veut à l'avant-garde et progressiste dans son propre management, il ne tient aucun compte des critères ESG pour environnementaux, sociaux et gouvernance dans ses allocations. Il soutient ainsi l'intense lobbying pratiqué par les grands industriels de la pétrochimie et fait lui-même partie des conseillers officiels de l'Union européenne. Vanguard apparaît dans la liste de transparence de l'Union, cette liste qui répertorie toutes les entités susceptibles d'influencer les processus de décision. L'inscription est facultative, mais elle permet aux lobbyistes d'obtenir une accréditation officielle pour le Parlement européen. En moyenne, la branche européenne du groupe déclare dépenser chaque année environ 1 demi-million d'euros en actions de lobbying dans des secteurs qui vont de la finance à la consommation cyclique, en passant par les télécommunications, les taxes, la concurrence ou les normes environnementales. Alors reprenons. Vanguard s'impose partout. Sur son secteur d'abord, qu'il partage avec l'autre plus grand actionnaire du monde, BlackRock, et qu'il rattrape petit à petit, grâce notamment à sa présence en Europe, peut-être aussi grâce au choix de John Bogle de s'adresser aux petits investisseurs sans se cantonner aux institutionnels comme BlackRock, et de proposer des produits à des prix défiant toute concurrence pour améliorer les rendements.
Il s'impose ensuite auprès des dirigeants et des institutions gouvernementales auprès desquelles Vanguard use de tout son charme pour tenter de se frayer un chemin sur un marché potentiel, estimé par l'Autorité européenne des marchés financiers à, tenez-vous bien, 660 000 milliards d'euros. Enfin, il s'impose aussi auprès du grand public grâce à sa mainmise sur les leaders des secteurs de la santé, de la tech, des biens de consommation et sur les grands médias américains, y compris ceux qui s'exportent facilement comme le cinéma. Est-il encore possible d'arrêter cette machine de guerre infernale ? Oui, c'est possible. D'abord parce qu'avec le Brexit, l'accès au marché européen pour la finance américaine pourrait devenir difficile et amener Vanguard à revoir sa stratégie de conquête. 70% des transactions financières européennes ont lieu dans des chambres de compensation situées sur le territoire britannique que l'on appelle clearing houses et qui ont un rôle essentiel dans leur fluidité. Problème, depuis sa sortie de l'Europe, l'Angleterre se retrouve ramenée au rang de pays étranger et donc soumise à une autre réglementation. Des blocages pourraient alors apparaître et rebondir sur les banques américaines. Un accord a finalement pu être trouvé in extremis, mais nul doute que les nuits de l'actuel capitaine du navire, Tim Buckley, ont dû être agitées. L'autre événement qui pourrait amener les géants de la finance passive à revoir leur position serait le tapering, la fin des mesures de soutien de la Banque fédérale américaine et la hausse des taux directeurs qui fatalement devraient suivre. Selon les experts, il se pourrait que ce soit à ce moment que l'ampleur réelle de la crise se révèle. Certains avancent même un délai de 18 mois avant que les paquebots de la gestion passive ne redescendent sur Terre. Mais une fois encore, on ne s'inquiète pas en haut lieu. Cette crise, comme toutes les autres, ne saurait être que passagère et le cuirassé a déjà prouvé qu'il savait tenir bon en cas de tempête financière. On s'attend d'ailleurs à ce que le tapering soit progressif, de quoi donner du temps aux intelligences artificielles de Vanguard de créer un nouvel indice vedette avec les valeurs les plus prometteuses du monde de demain. Reste simplement à savoir de quoi ce monde sera fait s'il n'est bâti que sur la vision d'une poignée de privilégiés mondialistes. Car au fait, on ne vous a pas dit, mais on a gardé le meilleur pour la fin. D'après vous, qui est le premier actionnaire de BlackRock ? Si vous connaissez la réponse, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. N'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir en partageant cette vidéo et en cliquant sur j'aime si elle vous a plu. Et pour être sûr de n'en manquer aucune autre, pensez à vous abonner et rejoignez l'équipe sur le fil Telegram ou sur notre Twitter. Nous espérons que cette traversée aura été agréable et enrichissante. J'en profite pour remercier tous nos abonnés et on vous dit à bientôt. C'était Money Radar.